Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Philippe Valode qui vient de sortir aux éditions du Rocher un livre intitulé Karl Dönitz, successeur d'Hitler durant 23 jours. Monsieur Valode, bonjour. Oui, bonjour, cher monsieur. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs? J'espère d'ailleurs que je n'ai pas écorché votre nom. Toute ma vie, j'ai été chef d'entreprise et puis, arrivé vers une cinquantaine d'années, j'ai décidé de faire ce que je souhaitais faire depuis toujours, c'est-à-dire d'écrire des livres d'histoire. J'ai fait des études qui me le permettaient et j'ai toujours beaucoup lu dans ma vie. Et donc, depuis maintenant 25 ans, j'écris des livres d'histoire en me spécialisant depuis pas mal d'années sur deux périodes, l'Égypte antique et la période 1940-1945 et tout particulièrement sur ce qui s'est passé en France et en Allemagne. Voilà. Alors, donc, vous sortez cet ouvrage sur Karl Dönitz, qui est un Oui, personnage important, oui, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelle carrière militaire a fait Dönitz et quels sont ses oui, faits de gloire en tant que soldat? oui, tout à fait. Alors, donc évidemment, vous avez raison d'insister sur le fait que Dönitz est un personnage important. D'abord parce qu'il est comme amiral et ensuite parce qu'il a été, et ça peu de gens le savent, le successeur très légalement désigné par Hitler, tel que le prévoyait la constitution du Troisième Reich, avant son suicide, bien entendu, comme patron du Troisième Reich, c'est-à-dire à la fois président et on pourrait dire en France président du Conseil du Troisième Reich, et cela du 1er mai au 23 mai 1945. Et ça, peu de gens le savent. Donc, il y a eu deux grands leaders, deux grands Führers pour le Troisième Reich. Hitler, évidemment, pour la partie essentielle, et pour Dönitz. achever les choses, et notamment signer les actes de capitulation, Dönitz pendant 23 jours. Alors, Dönitz a fait une carrière essentiellement navale, tout à fait normal avec, je dirais, un schéma de type l'école navale en France. Alors, il est surtout connu parce qu'il a été le patron du côté de l'Allemagne de la bataille de l'Atlantique. Et vous savez que la bataille de l'Atlantique a sans doute été, du côté occidental, la bataille essentielle du deuxième conflit mondial. L'idée de Dönitz, c'était que en asséchant l'approvisionnement en pétrole et en vivres de l'Angleterre, on contraindrait l'Angleterre à capituler et à passer un traité de paix avec l'Allemagne, ce qui permettrait à l'Allemagne d'éviter d'avoir à combattre sur un double front, du côté occidental avec l'Angleterre et du côté oriental avec l'URSS. Et donc cette bataille de l'Atlantique, elle a atteint son point d'orgue fin 1942, début 1943, et Dönitz l'a perdu à ce moment-là. Et il l'a perdu, non pas comme il a dit parce qu'il manquait de sous-marins, mais il l'a perdu parce qu'il était dépassé technologiquement. Voilà. Et ça, il faut rétablir sur ce point-là la vérité historique. Dönitz a perdu la bataille de l'Atlantique parce que technologiquement, il était plus au point. Et deuxièmement, aussi parce qu'il a mené la guerre beaucoup trop loin de ses bases. En particulier, il est allé faire la guerre le long des côtes américaines, ce qui était complètement disproportionné et provocateur pour l'Amérique. Et à tel point que, pour prendre un exemple, il n'avait plus de sous-marins disponibles pour s'opposer à l'attaque du 6 juin 1944, décisive sur la côte normande, alors qu'évidemment, Hitler comptait que la flotte des sous-marins pourrait tout de même tenter de s'opposer à l'immense flottille anglo-américaine qui assaillait l'Europe côté Atlantique. Alors, Voilà ce qu'on peut dire sur la carrière militaire de Dönitz, qui est une carrière brillante, mais et contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, c'est bien par sa faute qu'il a perdu la bataille de l'Atlantique.
Quel rapport est-ce qu'entretenait Dönitz avec Adolf Hitler, parce que sachant qu'il a adhéré que tardivement au Parti Oui. national-socialiste. Alors, Alors, il a adhéré il a toujours nié avoir adhéré au parti, mais on a pu démontrer qu'il avait menti. Bon, et vous avez raison de dire que c'était tardivement, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que Dönitz, au cours du procès de Nuremberg, a cherché à dissimuler le fait qu'il avait rencontré souvent Hitler. Il a rencontré Hitler une centaine de fois au cours de sa carrière, dont l'essentiel au cours de l'année 1945. Et on peut même dire qu'au mois d'avril, il le voyait presque tous les jours. Voilà. est-ce Et qu'il... donc, c'est un mythe Hitler et Dönitz a cherché à se détacher évidemment de la filiation d'Hitler vis-à-vis des Alliés, mais il a parfaitement menti et le procès de Nuremberg a rétabli une vérité très claire qu'il était un des principaux collaborateurs d'Hitler. Est-ce qu'il y avait une amitié entre les deux hommes ou pas, ou Non, c'était il n'y vrai? avait pas d'amitié, il y avait un immense respect de Nietzsche envers Hitler, envers la personnalité. On peut dire qu'il était hypnotisé en quelque sorte par Hitler, chef de guerre. Et en contrepartie, il a toujours montré une très grande fidélité. Et c'est d'ailleurs là l'origine de sa nomination comme successeur. On va y revenir, je le sais, parce qu'il y a autre chose aussi à dire là-dessus. Oui, parce que justement, qu'est-ce qui explique que ce soit lui particulièrement qui a été nommé par Hitler et pas, par exemple, Himmler ou Oui, enfin, alors parce que ce sont les trahisons successives de Göring et d'Himmler qui expliquent cela. Alors je vous rappelle les faits. Himmler, euh, dès le mois de février-mars 1945, commence à négocier par l'intermédiaire de la Suède pour essayer de sauver sa peau et en espérant devenir le chef de l'Allemagne future, en devenant le partenaire exclusif et des Occidentaux, des Alliés. Et pour ce faire, il négocie par l'intermédiaire de la Suède, en fait, la libération d'un certain nombre de Juifs de camps de concentration. Le président du Congrès juif mondial vient même le rencontrer. Hein. Ben, évidemment, personne ne rappelle trop les faits parce qu'ils sont un peu trop blancs. Et donc, le comte Bernadotte, qui est le négociateur suédois, le voit à 3 reprises, hein, entre février-mars et avril. Hein, voilà. Et donc, évidemment, quand les Occidentaux révèlent ça à la radio, évidemment, Hitler est fou de rage et bien sûr, prive Himmler de tous ses pouvoirs et le condamne à mort. Bon. Quant à Göring, lui, comme il voit que Hitler est coincé à Berlin et a décidé de mourir à Berlin, et que la chose ne fait plus aucun doute puisqu'on a près de 2 millions de Soviétiques qui encerclent complètement la ville et qui la bombardent d'une manière extraordinairement violente, et Göring, lui, qui a réussi à fuir le bunker et qui est à côté du nid d'aigle d'Hitler, donc très, très au sud, envoie un courrier à Hitler pour lui dire mon Führer, je vais essayer de faire ce que je peux pour maintenir en vie le Troisième Reich et négocier avec les Alliés. Et conformément à ce qui était prévu avec vous, si vous en êtes bien d'accord, je deviens votre successeur. Alors Hitler devient fou de rage également et démet Göring de toutes ses fonctions sans le condamner à mort toutefois. Et au nom de leur vieille fidélité passée. Et donc, il n'y a plus grand monde pour succéder à Hitler. Il sauf qu'il y a Göring qu'Hitler voit presque chaque jour et qui est d'une fidélité exemplaire et qui est un vrai nazi. Et ça, Hitler l'a bien compris et qui croit vraiment, je dirais, à la doxa du Troisième Reich et il le nomme. Voilà. j'ai envie de dire que dans votre livre, vous évoquez le mythe, un mythe autour de la personnalité de Oui. Nietzsche. En quoi vouliez-vous briser ce mythe, justement? Je voulais briser 3 mythes. Premièrement, le mythe de Nietzsche éloigné d'Hitler, on vient d'en parler, c'est pas la peine d'y revenir. Au contraire, il est l'un des plus proches et l'un des plus fidèles, sans doute le plus fidèle. Le deuxième mythe, c'est de Nietzsche, vainqueur de la bataille de l'Atlantique, s'il avait pu disposer des sous-marins nécessaires. C'est totalement faux.
il dispose bien de la force sous-marine qui est indispensable pour vaincre. Et le troisième mythe, c'est le mythe concernant son attitude vis-à-vis des Juifs. Il a toujours déclaré qu'il ignorait totalement l'existence des camps de concentration, ce qui, compte tenu de son niveau de proximité et avec Hitler et de son niveau de responsabilité au sein du Troisième Reich, est complètement illusoire et même insolent, je dirais, et inacceptable. Bien sûr qu'il était au courant, et d'ailleurs, j'ai relevé dans le livre un certain nombre de déclarations particulièrement antisémites qu'il avait effectuées, notamment tout au long de sa carrière, et notamment à partir de 1940. Alors, il a été jugé ensuite au tribunal de Nuremberg. Tout à fait. Il a été condamné. Quelle a été ensuite sa vie après la Seconde Guerre mondiale? Alors, il a été condamné, comme vous le savez, à 10 ans. Et on lui a fait grâce d'aucun délai, puisque à ces 10 ans, on a ajouté la durée du procès de Nuremberg, à la fois la durée de la préparation et le déroulement lui-même du procès, si bien qu'il est resté presque 11 ans en prison. Alors, quand il est sorti, il lui restait, il ne le savait pas naturellement à cette époque-là, encore 24 ans à vivre. Donc, il a eu vraiment un grand pan de vie après sa sortie de prison. Alors, sa vie a été partagée entre l'écriture, et donc il a écrit plusieurs livres. Il avait déjà commencé à le faire en prison, bien sûr. Il a écrit plusieurs livres pour justifier son attitude et essayer de construire une sorte de mythe de grand guerrier totalement déconnecté des monstruosités effectuées par le Troisième Reich, de grands marins et aussi de grands sauveurs. Je fais juste une parenthèse, de grands sauveurs, et c'est pour ça qu'il y avait du monde à son enterrement. On y viendra peut-être tout à l'heure. Alors peut-être on pourra parler à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il y avait du monde, mais je reviens à la vie de Dönitz après. Donc une vie partagée entre l'écriture, des conférences, bien sûr, et beaucoup de conférences, des interviews de journaux, et puis beaucoup de réunions et de déjeuners et de dîners au sein des associations d'anciens sous-mariniers. Voilà. Et donc une vie assez active, mais très discrète. Jamais, bien qu'il en était tenté à une époque, Dönitz n'a cherché à effectuer un retour dans la politique allemande. Et pourtant, il y avait eu un sondage qui démontrait qu'il était encore assez populaire. On va voir pourquoi avec votre Oui, dernière question, j'imagine. oui, justement, parce que bon, j'ai envie de dire contrairement à, bon, si je prends l'exemple de Rudolf Hess, qui lui est mort Oui. il a été mort en prison à Spandau et il n'a pas, Sans doute, on l'a tué, hein, comme vous on l'a, savez. oui, ouais, tout à fait. Mais pour Dönitz, il y avait quand même 5000 personnes à son Oui. enterrement. Est-ce que c'est pas le signe que c'était un personnage populaire en Allemagne, y compris dans Voilà. une Allemagne d'ailleurs Oui, qui a oui, ça a été ma grande surprise. Vous avez raison, c'est que Dönitz est resté un personnage assez populaire en Allemagne, et pour une raison très précise que je vais évoquer dans un instant, après vous avoir dit qui étaient les 5000 personnes qui étaient présentes. Il n'y avait aucun représentant du gouvernement ni de la marine Non, mais il y avait officielle. des soldats, par contre, qui Alors, avaient il y été. avait beaucoup d'anciens sous-mariniers, mais forcément assez peu, parce que quand même, il a quand même survécu 35 ans, on l'a dit, hein, à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait les familles des sous-mariniers qui étaient morts au combat, et puis il y avait les familles des Allemands qui l'avaient sauvé. Et c'est donc le moment d'évoquer la raison principale de la popularité relative, mais réelle, de Nietzsche en Allemagne à cette époque, donc en 1980, date de sa mort. C'est toujours vrai aujourd'hui, il y a encore un certain respect à son endroit, j'ai pu le noter lors d'interviews, etc. Bon. Le fait suivant, c'est ce qu'on appelle l'opération Hannibal. Hannibal, oui, comme le Carthaginois. Oui. Et de fait, grâce à sa marine, et en mobilisant tout ce qui pouvait flotter en Allemagne, Dönitz a organisé une grande opération de sauvetage des troupes allemandes et des civils allemands qui fuyaient l'avancée des troupes soviétiques,
tout le long des côtes baltes, des 3 pays baltes, de la Poméranie, de la Prusse orientale, du Mecklembourg, tous les bords de la Baltique jusqu'à l'Allemagne. Et là, il y avait probablement 2,5 millions de troupes qui fuyaient et qui essayaient d'embarquer par les ports de la Baltique, et à peu près autant d'Allemands qui cherchaient désespérément à échapper à l'emprise soviétique. Et donc, on peut estimer que, particulièrement au mois de mai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a cherché à reculer un peu les dates de capitulation pour continuer son opération de sauvetage, parce que dès lors qu'il avait capitulé, il ne pouvait plus poursuivre, évidemment. Et donc, au mois de mai, mais aussi tout au long de l'année 1945. Ça a commencé dès le mois de janvier. Et donc, on peut estimer que la marine allemande et tous les navires, beaucoup de navires civils, on a même vu des navires à aube qui flottaient sur les lacs allemands, etc., transférés pour traverser la Baltique pour aller chercher les réfugiés. Vous imaginez la panique dans laquelle tout ça s'est fait. Une panique relative parce que les Allemands sont organisés, ils savent que quand on est organisé, on sauve plus de monde. Et donc, il a sauvé, on peut estimer, sur ces quelques premiers mois de 1945, environ 1,5 million d'Allemands, ce qui est tout à fait considérable. Et c'est ce qui explique le respect que dans son ensemble, la population allemande lui portait en 1980 et lui porte encore en 2021.